Alors, on va peut-être passer à la salle. Donc, il y avait Madame Berger et Madame Kelouachi. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais revenir sur la question délicate de la liberté de création versus évidemment la sensibilité aujourd'hui heureuse de la société par rapport aux violences sexuelles et à la question non pas en effet de l'effacement des œuvres, mais des questions qui peuvent être posées pour dire les mots et citer des exemples, parce que c'est vrai que c'est plutôt des enjeux de cas particuliers et qu'il n'y a pas une appréciation générale qui peut être posée, comme vous l'avez dit Madame la Présidente. Quand on a par exemple une actrice qui, des années plus tard, explique que le tournage lui-même, vraisemblablement, l'a exposée à des violences sexuelles, à une souffrance, qu'elle va jusqu'à le dénoncer publiquement et porter plainte, est-ce qu'on considère que malgré tout, cette œuvre peut continuer ou pas à être diffusée? Non pas parce que par principe, tel réalisateur devrait être effacé culturellement, mais parce que sur telle ou telle œuvre, il y a un sujet précis qui s'est posé parce que la personne qui est montrée à l'écran elle-même ne souhaite plus que cette œuvre soit diffusée. Est-ce que dans ces cas-là, il y a cette question qui peut exister? D'autre part, vous avez parlé de la question de l'éditorialisation, c'est-à-dire le fait de continuer à montrer des œuvres qui pourraient être aujourd'hui jugées différemment par rapport à la manière avec laquelle elles ont été reçues il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, j'imagine que c'est au contraire un enjeu essentiel de pédagogie vis-à-vis du public à faire sur, en effet, la question des violences sexuelles, mais aussi sur d'autres sujets. Est-ce que ça, vous pouvez y revenir? Parce que ça peut aussi créer à la fois du débat, de la polémique, même j'imagine en interne. Enfin, comme nous sommes législateurs, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui des manques ou des trous d'un point de vue justement législatif parce qu'il y aurait des éléments qui prêteraient trop à interprétation ou qui limiteraient aussi vos possibilités d'action? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Est-ce que vous considérez qu'il y aurait pour nous matière à agir au-delà d'enjeux qui finalement sont d'abord des enjeux éditoriaux qui appartiennent à vos entreprises plus qu'elles n'appartiennent en fait aux législateurs? Je vous remercie. Merci, Madame Kelouachi. Je vous remercie. Alors, j'ai plusieurs questions. J'espère ne pas partir dans tous les sens, parce que je suis très intéressée par le sujet et par l'exemplarité de l'audiovisuel public. Ma première question, ce sera sur les protocoles et les procédures mises en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions, notamment sur la communication auprès des équipes? Est-ce qu'elle est efficace? Quelle est-elle déjà en réalité? Donc, comment vous communiquez sur les protocoles à suivre en cas de violence sexiste ou sexuelle? Quelles sont les formations des équipes? Je sais que le CNC oblige à ce que les dirigeants de l'audiovisuel soient formés. Comment, en fait, vous êtes formés? Et je crois qu'en 2023, 7600 dirigeants ont été formés, ce qui est énorme. Donc, quelle est cette formation? Pour vous, en tout cas, Arte et France Télévisions, comment avez-vous été formés? Par le CNC, enfin, d'ailleurs par des associations, mais au nom du CNC. Ensuite, j'aimerais aussi parler des personnes référentes. Comment sont nommées les personnes référentes au sein de vos organisations? Est-ce qu'elles ont suivi une formation spécifique? Et quel est l'accompagnement ensuite, suite à ces formations et à la nomination de ces référents? Ensuite, alors une question aussi sur les événements festifs professionnels qui sont fréquents dans le secteur audiovisuel, et parfois ce sont des cas particuliers à boire de l'alcool, à se lâcher. Et est-ce que vous avez aussi un protocole ou une gestion des événements festifs dans vos entreprises? Je ferai aussi une réflexion sur l'audiovisuel public qui se doit être exemplaire. Est-ce que aussi vous réfléchissez à être précurseur, pas seulement exemplaire, mais précurseur de bonnes pratiques, précurseur aussi d'une réflexion d'ensemble sur... alors moi je parlerai plus de sexisme que de violence sexuelle. Je sais qu'en 2016, vous aviez proposé une série de... Oui, je termine. Pardon. Je ne maîtrise pas encore. Vous aviez proposé une série de clips que je trouvais très très bien fait. Il y avait, si je me rappelle bien, Anne-Sophie Lapix, qui était une lutte contre le sexisme, que moi j'ai adoré, parce que c'était des petites vidéos courtes et vraiment très ciblées. Depuis, j'en ai très peu vu de nouvelles. Donc voilà,
que faites-vous quotidiennement pour prévenir les Français contre la violence sexuelle, mais surtout les violences sexistes? Pardon, merci. Merci, je vous propose que maintenant on passe à 1 minute, puisque nous maîtrisons le chronomètre, qu'on passe à 1 minute de questions. Monsieur Mazard. Merci Madame la Présidente. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Je me permets de réagir à vos propos, Madame Ernotte, sur les faits qui ont été rappelés, des licenciements intervenus, qui ont été jugés donc abusifs par le Conseil de prud'homme. Et vous nous dites aujourd'hui, si c'est à refaire, je referai. Je me permets quand même de souligner, moi, un peu la difficulté quand même. Et on voit bien qu'on tourne toujours autour du même principe, celui quand même des garanties que l'on doit à la personne qui est mise en cause, mais de la nécessité aussi pour vous en responsabilité de protéger et de recueillir la parole. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vous entendre dire si c'est à refaire, je referai, alors qu'on est dans un état de droit et que le droit justement vous a donné tort et que vous avez été même, j'imagine qu'on a des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les personnes licenciées. Alors même que le service public aujourd'hui, avec l'émission Justice en France, se doit de faire la promotion, notamment sur votre chaîne, de ce que doit être l'état de droit et de ce qu'est la subtilité de la justice et la nécessité d'avoir des garanties apportées à tous les individus, qu'on soit présumé innocent ou qu'on soit bien sûr une victime potentielle. Merci. À vous la parole pour la réponse à ces 3 séries de questions. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, est-ce que, par exemple, on va éviter de diffuser une œuvre qui, dans les circonstances que vous avez rappelées, la réponse est oui, clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisme à effacer, mais on peut décider de ne... Surtout, on choisit en fait les œuvres qu'on va acquérir, donc on va peut-être éviter de choisir une œuvre qui pourrait aller à l'encontre d'une dénonciation ou heurter la sensibilité de quelqu'un et plus généralement de tout un écosystème. Donc oui, bien sûr, on peut se dire on ne va pas diffuser cette œuvre-là pour les raisons que vous avez invoquées, ça c'est clair. Sur l'éditorialisation, la question c'était est-ce que justement, oui, je pense que justement sur le service public et souvent sur les sujets de société, quasiment, enfin pas toutes les semaines, donc j'exagère un peu, mais très 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 régulièrement, on a des séries qui sont dédiées à ces sujets qui peuvent faire débat d'ailleurs dans la société et qui font débat dans la société parce que tout le monde n'évolue pas, ne change pas, ni dans la même direction, ni au même rythme. Et donc on a cette pratique d'avoir soit des documentaires, soit des fictions qui font ensuite l'objet d'un débat. Soit parce que le documentaire dénonce quelque chose de très très difficile même à supporter pour celui qui va le regarder, et donc on a à cœur de ne pas laisser au fond le téléspectateur dans cette espèce de désarroi face à la dénonciation de quelque chose de terrible, et donc on a besoin de réatterrir et de remettre des mots au fond sur les émotions qu'on a pu ressentir, soit parce que le sujet fait débat et que donc c'est important pour nous d'avoir autour de la table des gens qui n'ont pas forcément le même avis sur la question et leur permettre de débattre avec des vrais arguments dans le calme et voilà. Donc oui, c'est pour nous les débats, les sujets qui font débat, c'est pour nous un principe éditorial extrêmement fort et même une ligne éditoriale forte de France Télévisions. Sur le protocole, les procédures, les questions très précises que vous avez posées, je vais laisser Livia peut-être vous répondre. Merci. Merci Madame la Présidente. Peut-être juste pour effectivement rappeler les 2 dispositifs qu'évoquait Delphine Ernotte en début de son audition, donc dispositif d'alerte d'un côté ouvert à tout le monde, pas qu'aux salariés de l'entreprise, aux salariés de toutes les filiales, à tous les prestataires, etc. Deuxième dispositif de signalement des faits de harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et sexuels. Pour ça, on a tout un ensemble de dispositifs de formation, puisque dans le cadre de dispositifs de signalement harcèlement, on a désigné des référents harcèlement dans l'entreprise, dans le CSE, dans les comités d'entreprise outre-mer, puisqu'on est également implanté dans 9 territoires ultramarins. Évidemment que ces référents ont été formés. On a aussi présenté cette procédure à l'ensemble des délégués syndicaux.
On l'a présenté à l'ensemble des personnels via à la fois une vidéo, plusieurs mentions dans nos différents outils type newsletter. On a publié un guide sur la prise en charge, la détection, la prévention, le signalement, le traitement de toutes ces problématiques qui est communiqué à l'ensemble de nos managers. On a également, et on le propose régulièrement à tous nos personnels, des formations en e-learning accessibles à toutes et tous. Pour nous, c'est très important. Ça participe de l'établissement d'une culture d'entreprise favorable, comme le disait Delphine Ernotte, à la remontée de ces signalements. Encore une fois, on ne s'en réjouit pas, on ne s'en atterre pas. On part du principe qu'il y en a plus qu'avant qui remontent. Donc, c'est quand même le signe que les mentalités changent et qu'on a mis en place les dispositifs. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Ensuite, vous nous interrogiez également sur l'existence de protocoles sur les événements festifs en entreprise. Alors oui, ils sont mentionnés dans notre charte d'éthique où on indique au personnel la conduite à tenir en la matière. Et cette charte éthique est évidemment communiquée à toute personne rejoignant l'entreprise de manière permanente ou temporaire. Merci. Est-ce que Arte, vous vouliez... Ah, pardon. Non, non. Sur les Vous vouliez procédures, compléter peut-être. Non, c'est parce qu'il y avait la troisième question. Allez-y, C'était pour moi, allez. mais pas pour Arte. Enfin, sauf si vous voulez répondre. Hein, vous, je l'ai Non, pas. non, non. Vous étiez dédié. Non, monsieur le député, donc vous m'avez interrogé. Donc bon, je redis, mais en revanche, on s'est quand même questionné après ces jugements des prud'hommes, et notamment, ça nous a incité à revoir la procédure en cas de signalement et la manière dont on menait les enquêtes et dont on travaillait autour du recueil des témoignages, etc. Donc, il n'y a pas eu ça n'a pas été sans conséquence, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire, pour avoir plusieurs fois relu les témoignages et avoir été en contact, en fait, avec, que je ne peux pas vous dire autre chose que je referai la même chose. Voilà. Oui, rapidement. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc en complément de tout ce qui a été présenté par Frédéric, je voulais préciser un point important, c'est qu'en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons à cœur bien sûr de protéger, et nous avons ce devoir de protéger nos salariés, mais nous avons aussi à cœur à ce que nos pratiques restent en cohérence avec les valeurs que nous portons à travers les programmes que nous diffusons. Donc oui, on a effectivement un certain nombre de protocoles déjà cadrés dans le cadre d'accords collectifs, de règlements, de chartes et différents engagements, notamment dans le cadre de notre labellisation AFNOR en matière d'égalité et de diversité. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de recueillir la parole de toutes les personnes qui se déclarent victimes d'une situation de violence. Nous avons effectivement différentes plateformes, mais l'accompagnement humain est la clé. Alors nous avons, au-delà de nos obligations du Code du travail, identifié des référents en interne, mais aussi dans le cadre de la CSCT, puisque nous avons 2 référents en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, un homme et une femme. C'est un choix qu'on a voulu pour faciliter le recueil de la parole, et surtout l'accompagnement humain qui est essentiel, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne se signale comme étant victime d'une situation totalement inappropriée, nous l'écoutons, nous la prenons en charge de manière immédiate, parce que s'il faut prendre des mesures conservatoires pour la protéger, et donc nous le faisons en associant bien sûr la médecine du travail et aussi en lui proposant, dès qu'elle le souhaite, un accompagnement psychologique, parce qu'on a le bénéfice donc d'une cellule d'écoute qui fonctionne H24. Nous traitons ces signalements de manière exigeante, à savoir que nous avons adopté un mode collégial d'analyse des situations. Dès lors que nous avons connaissance d'un fait, nous rassemblons les élus de la CSCT, et nous pouvons constituer une commission ad hoc composée de manière paritaire avec des représentants de la direction et des représentants donc, de salariés pour avoir le plus possible de partage et de lecture croisée des éléments de contexte. Et cette commission peut décider de mettre en place une enquête, soit en interne, et si on le fait en interne, c'est toujours de manière paritaire, un représentant de la direction, un représentant salarié, et également, ou alors opter pour une enquête externe. Nous faisons en sorte aussi de respecter les droits des personnes, à la fois la victime, mais aussi les témoins. Donc tout se fait dans un cadre bien sûr légal, et en tout cas une attention particulière sur le traitement humain. Merci beaucoup. Merci, j'essaie de maîtriser le signal. Alors,